Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de Direct pour ce dimanche 1er août 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux relations égypto-libanaises. Et on va commencer par les activités présidentielles durant une semaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine la performance financière réalisée pour l'année 2020-2021. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés du royaume hachémite de Jordanie, M. Ayman el-Safadi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le premier ministre Dr Mustafa Madbouli et la ministre du Commerce et de l'Industrie Nivine Gamea. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les efforts de la restructuration et du développement des entreprises publiques du secteur privé, dont la société Goussour, afin de fournir un ensemble intégré de services de transport et de logistique. Le président el-Sisi suit l'établissement du réseau national pour les urgences et la sécurité publique. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le vice-président de la République du Soudan du Sud pour les affaires économiques, Dr James Wani Iga, et la délégation ministérielle qui l'accompagne. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le commandant de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, en présence du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, et de l'ambassadeur de la République libanaise au Caire, Ali El-Halabi. Le président el-Sisi suit les efforts de la Banque centrale pour booster l'activité économique et le développement dans le pays. Il a également examiné des échantillons des nouveaux billets qui seront émis à compter du 1er novembre prochain. Et nous revoilà de retour et nous allons tout de suite entamer notre sujet de débat pour ce soir qui concerne, comme on l'a annoncé, les relations égypto-libanaises et leurs particularités, bien entendu. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Tariq Al-Gamal, expert en matière juridique internationale. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, on va commencer par un premier reportage qui concerne l'Égypte, qui joue un rôle majeur dans la résolution de la crise politique au Liban. Alors que le Liban se débattait avec la crise gouvernementale, l'Égypte avait envoyé en avril dernier son ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, pour tenter de débloquer la situation. L'ancien Premier ministre, Saad Hariri, a pour sa part multiplié les visites au Caire. Voyons ensemble. Depuis août 2020, le Liban et son gouvernement, après la démission du cabinet de Hassan Diab, intervenu dans la foulée de la double explosion dans le port de Beyrouth, empêtré dans une rivalité avec le chef de l'État Michel Aoun sur la composition du nouveau cabinet, le chef du gouvernement Saad Hariri cherche du soutien auprès de l'Égypte. En février dernier, le Premier ministre désigné Saad Hariri s'est rendu au Caire où il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et le secrétaire général de la Ligue arabe, au sujet des derniers développements et de la situation au Liban et dans la région. La visite de Saad Hariri en Égypte intervient au moment où l'Égypte s'active dans le sens d'un déblocage de la crise politique libanaise et où Hariri coordonne avec plusieurs pays sur cette question. Le président el-Sisi a affirmé que le Caire est prêt
a apporté toutes sortes d'aides et de soutien afin que le Liban puisse dépasser les crises auxquelles il fait face, notamment les conséquences de l'explosion au port de Beyrouth ainsi que la pandémie de coronavirus. Selon un communiqué de presse publié par la présidence égyptienne, le président Sisi a fait état de l'attachement de l'Égypte à la préservation des capacités de l'État libanais à la sortie du Liban de l'État dans lequel il se trouve actuellement, et ce, à travers tous les dirigeants libanais qui doivent faire prévaloir l'intérêt national. La présidence égyptienne s'est également dite attachée à l'accélération du processus de formation d'un gouvernement indépendant et capable d'affronter les défis actuels en protégeant les composantes de la population libanaise et son unité. Le Premier ministre libanais s'est rendu également en Égypte le 14 juillet 2021 où il a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi qui l'a assuré du soutien total de l'Égypte à sa voie politique et à ses efforts pour stabiliser son pays en crise. Le président el-Sisi a réaffirmé le soutien total de l'Égypte à l'entreprise politique de Hariri qui vise à rétablir la stabilité au Liban et à ses tentatives pour relever les défis parmi lesquels la formation d'un gouvernement selon un communiqué de la présidence égyptienne. Dans le cadre de sa visite éclair au Caire, M. Hariri s'est entretenu également avec le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. Les deux responsables ont discuté de la crise socio-économique que traverse le Liban et de la formation du nouveau gouvernement attendu depuis bientôt un an. Dans ce contexte, M. Choukri a appelé les partis politiques libanais à faire primer l'intérêt suprême du pays sur les intérêts étroits, assurant que l'Égypte soutient le Liban pour l'aider à sortir de sa situation actuelle. Alors que le Liban se débattait avec la crise gouvernementale, l'Égypte avait envoyé en avril dernier son chef de la diplomatie. Sameh Choukri, en visite officielle au Liban pour un jour, a rencontré tour à tour les principaux dirigeants libanais pour tenter de débloquer la crise politique. Et comme on vient de le voir dans le reportage, le Liban demeure en pleine crise malgré beaucoup de tentatives pour essayer de débloquer cette crise, que ce soit de la part de l'Égypte ou des interventions internationales. Et on voudrait tout d'abord savoir quelles sont les origines de cette crise. Pour répondre à cette question, à votre question, il est à noter que le 4 août de ce mois marquera le premier anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth. Ce qui signifie, c'est que cette crise de Liban a augmenté aussi lors de l'explosion ou bien avec l'explosion du port au port de Beyrouth. Mm-hmm. En plus, bien sûr, ici on va dire que le 4 août est le premier anniversaire, mais il est à noter que l'autre crise, ou l'autre défi, c'est la formation du nouveau gouvernement. Mmh. Bien sûr, comme ça a été noté au reportage, que M. Saad el-Hariri, il a essayé de former le gouvernement, le nouveau gouvernement, mais toujours il y a un échec. Et d'après aussi ce qui a été noté dans le reportage, c'est que l'Égypte n'a pas cessé son soutien, que ce soit sur le niveau de la scène politique au Liban, c'est-à-dire que, bien sûr, il y avait les démarches de notre ministre des Affaires étrangères dans le cadre de ce soutien, le soutien de l'Égypte. Et même ces démarches étaient très efficaces avec ces visites. Ce n'était pas une seule visite, ces visites au Liban concernant toute la scène
politique, c'est-à-dire, quand je dis toute la scène politique, c'est-à-dire les partis compétentes sur le niveau politique. Bon, pour remonter à l'origine de cette crise, à nouveau, pourquoi l'explosion du port de Beyrouth a-t-elle fait exploser aussi la vie politique au Liban? Parce que, bien sûr, c'est une bonne question, parce que l'explosion a réalisé beaucoup de pertes. Que ce soit sur le niveau humanitaire, premièrement, de mon opinion, sur le niveau humanitaire, sur le niveau économique, et bien sûr, ça touchait le niveau politique. Et en général, l'explosion a touché toute la vie au Liban. Et ça, si on va parler comme d'habitude, et j'insiste à dire comme d'habitude, le soutien de l'Égypte avec nos pays, bien envers nos pays voisins ou pays amis, est toujours prêt à fournir tout ce qu'ils ont besoin comme soutien. Et ça se voit que, ça a été vu, pardon, que l'Égypte a envoyé des aides lors de l'explosion, des aides alimentaires et des aides sanitaires. En plus, il est nécessaire de le dire que l'explosion aussi a été avec la pandémie de coronavirus. Alors les deux à la fois, en plus de la formation du nouveau gouvernement, tout ça explique comment était la crise au Liban et comment étaient les défis. Mais quel est le rapport direct entre l'explosion et la formation du gouvernement? Je veux dire, quand l'explosion s'est produite, il y avait un gouvernement en place, n'est-ce pas? Il y avait un gouvernement si je ne suis pas trompé, de Hassan Diab. Oui. Oui, de Hassan Diab. Mais il était aussi chargé de continuer, M. Hassan Diab, de continuer la formation de ce gouvernement. C'est-à-dire il n'était pas arrivé à réaliser la formation, il était en train. Et je me rappelle que il a dit que je n'arrive pas à réaliser la formation du gouvernement. Pourquoi? Pourquoi il n'arrive pas à réaliser? Parce que, comme je l'avais déjà dit, que l'explosion a touché tous les secteurs de la vie au Liban et surtout la scène politique, parce qu'il y avait des accuses. Qui est le responsable? À qui on va jeter la responsabilité de l'explosion? Est-ce qu'on a connu les auteurs de l'explosion ou pas encore? Jusqu'à présent, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair jusqu'à présent. Et d'après même les rapports qu'on a vus, que ce soit sorti de Liban ou de l'extérieur jusqu'à présent, ce n'est pas clair. Alors que, bien sûr, le fait de l'explosion a touché des responsables. Parce que, bien sûr, explosion, c'est-à-dire il y a une responsabilité. Et surtout que il y avait beaucoup de pertes sur le niveau même humanitaire, et des blessés, et des mortels, et de tout ça. Alors que ça empêchait, bien sûr, M. Hassan Diab de continuer de réaliser la formation. Et même, il a dit que je n'arrive pas à réaliser la formation du gouvernement. Et ça se voit après cette période qu'il a demandé qu'il démissionne.
Et c'est pour ça qu'on a vu à la suite que M. Saad el-Hariri il a été désigné comme Premier ministre pour la formation du gouvernement libanais. Alors que même nous pouvons dire que jusqu'à maintenant, la crise sur le niveau de la scène politique continue avec des défis économiques énormes. Là, une question se pose, c'est-à-dire qu'avant l'explosion, M. Saad Hariri était chef du gouvernement. Ensuite, durant l'explosion, nous avions un autre chef de gouvernement qui a démissionné face aux grands défis et on a un retour de M. Saad Hariri. Comment est-ce que vous expliquez cela? Non, si je ne suis pas trompé, et avant l'explosion, c'est-à-dire comment on peut dire comment M. Hassan Diab est arrivé comme PM désigné, c'est qu'il y avait des manifestations avant l'explosion, quelques mois avant, de chercher à trouver un nouveau gouvernement. Et c'est pour ça que M. Saad el-Hariri a présenté sa démission. Mais c'est ce que je vous dis. Et là, il revient. Et là, il revient. Mais comment est-ce que vous expliquez cela? Il revient avec la même situation, peut-être pire encore, avec les mêmes défis. Comment pourra-t-il arriver à surmonter cette crise? De mon opinion, c'est-à-dire si on peut dire, il est arrivé de nouveau, de mon opinion, parce que M. Saad el-Hariri, il a ses expériences, il comprend, il connaît très bien la situation au Liban. Comme il était Premier ministre pour une longue durée, il comprend très bien, il a sa connaissance, et quand je dis sa connaissance, c'est-à-dire que sa connaissance concernant tous les partis compétentes politiques au Liban. En plus, il connaît, il sache très bien, de mon opinion, je répète, comment diriger et gérer pour reformer de nouveau tous les secteurs de la vie, que ce soit des secteurs officiels, c'est-à-dire le gouvernement et ses services, ou bien que ce soit le secteur qui touche le citoyen libanais. Mais est-ce que les Libanais étaient satisfaits avec l'ancien gouvernement El-Hariri? Non, bien sûr, parce qu'il il y avait des manifestations, si on se rappelle. Mais juste, alors comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Est-ce qu'ils le seront aujourd'hui? Est-ce qu'ils seront maintenant satisfaits avec ce nouveau gouvernement? De mon opinion, ils ont vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire ils ont vu, je parle des Libanais, ils ont vu des citoyens libanais. Ils étaient fâchés, si je n'exagère pas, ou si le mot est un peu simple, mais ils n'acceptent pas on peut dire qu'ils n'acceptent pas que M. Saad el-Hariri continue, les Libanais, lors de sa première démission. Parce que maintenant, on est en phase de deux démissions. La première, les Libanais, ils étaient touchés dans leur vie sur le niveau économique. Et ça, c'était le point de départ de manifestation. Ils trouvent que le gouvernement n'a pas réalisé son objectif économique pour le bien
pour le citoyen libanais. Alors qu'aujourd'hui, quand on le désigne de nouveau, c'est-à-dire que, bien sûr, il a été désigné par monsieur le président, Michel Aoun, et que pour la deuxième fois, il me paraît, les citoyens libanais, qu'ils ont trouvé que peut-être M. Saad el-Hariri est mieux, et mieux, ils ont remarqué peut-être qu'il est mieux que les autres. Concernant cette période, concernant ce qui va reformer la période qui va se dérouler à partir de l'affaire de l'explosion de Beyrouth. Et surtout, bien sûr, après la démission de M. Hassan Diab, qui l'a annoncé il y a maintenant quelques mois. Bon, et comment est-ce que M. Saad el-Hariri pourra satisfaire aux besoins des demandes et des revendications des citoyens libanais et faire sortir le Liban de cette crise politique? Qu'est-ce qu'il doit faire pour trouver une solution à la crise? Il doit faire beaucoup, que ce soit sur le niveau économique et sur le niveau politique. Le rassemblage de premièrement, le rassemblage de la scène politique pour tous les partis, en plus de trouver des réformes rapides pour la reconstruction de tous les secteurs, et surtout ceux qui touchent la vie du citoyen libanais. C'est-à-dire, on trouve des crises partout au Liban, et ça c'est peut-être qu'il a continué. On a vu que il n'arrive pas à réaliser, même après qu'il a été désigné pour la deuxième fois, il n'arrive pas à réaliser son but, si on peut le dire, son objectif pour la période qui va se dérouler. Et ça explique pourquoi, bien sûr, M. Najib Mikati a été désigné à la fin, il y a quelques jours, moins qu'un mois. Il a été désigné PM pour former le gouvernement libanais. Parce que il y a deux, je n'exagère pas si je dis, il y a deux crises. Crise de l'explosion, crise de l'échec avec chaque PM désigné, de l'échec de la formation du gouvernement. En fait, le problème là, il demeure dans la diversité et la multiplicité des partis politiques libanais qui ne sont pas du tout en concordance. Exactement. Et ça se voit que, comme ça a été noté au reportage, c'est que M. Saad el-Hariri, il a effectué une visite pour le Caire. Il a été reçu par M. le Président Sisi. Et même le Président Sisi a affirmé que le soutien total de l'Égypte au processus politique visant à rétablir la stabilité au Liban et de faire face aux défis actuels. Et quand Monsieur le Président a signalé le soutien total de l'Égypte, vraiment c'est une
c'est la politique de notre président. Toujours, il possède, il donne un modèle dynamique et efficace de donner le soutien de l'Égypte à nos voisins, à nous, aux pays de la région, ou même, ça a été remarqué durant sa présidence, la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine. Et ça se voit, c'est-à-dire, je n'exagère pas si quand je dis, on a vu comment le soutien de l'Égypte avec le Soudan, avec maintenant actuellement, ces jours-ci, avec le Soudan du Sud, avec la Libye, avec on se rappelle aussi de comment l'Égypte a réalisé, parce qu'il est à noter ça, comment l'Égypte a réalisé le cessez-le-feu pour Palestine lors de cette crise, de la crise palestinienne, et comment le président Biden des États-Unis a salué les efforts de l'Égypte. Même il a parlé avec, téléphoniquement avec monsieur le président ici, il a salué les efforts de l'Égypte réalisant le cessez-le-feu. Alors que, si vous me permettez, l'Égypte continue. J'ai donné des exemples pour nos pays voisins, mais l'Égypte continue. Alors, concernant le Liban, dès la première minute, et ça se voit de la politique extérieure de l'Égypte depuis que monsieur le président ici est arrivé au pouvoir, c'est que l'Égypte ne s'arrête pas du tout à donner son soutien total afin de réaliser la stabilité et la souveraineté de pays dont il y a des crises et assurer la sécurité. Mmh. Bon, pour affirmer ce que vous venez de dire, il y a eu effectivement plusieurs visites, que ce soit de la part de responsables égyptiens au Liban ou de la part de responsables libanais en Égypte. Quel est le rôle de l'Égypte dans cette affaire? C'est-à-dire, à quoi voudrait arriver l'Égypte concernant la maîtrise de la situation au Liban, et comment l'Égypte voit-elle que les choses pourront rentrer dans l'ordre? Vous savez que ça se voit qu'il y a quelques jours que monsieur le président ici a reçu le général Joseph Aoun, commandant de l'armée libanaise. Mmh. Alors que le président El-Sisi, quand il a souligné le souci de l'Égypte pour la sécurité et la stabilité du Liban et de son intérêt national, il a souligné, je vous réponds à votre question, il a souligné que la souveraineté du pays reflète le rôle principal joué par l'armée nationale, par l'armée nationale libanaise, pour maintenir la stabilité et l'équilibre au Liban. Alors que, et c'est pour ça qu'il y avait le général Joseph Aoun, il a été aussi accueilli après qu'il a été reçu par monsieur le président, il a été aussi accueilli officiellement par le général
Mohamed Zaki, notre ministre de la Défense, commandant des forces armées égyptiennes, et dans le cadre des échanges, de la coopération et des échanges d'expertise entre les deux pays. Et ça veut dire que l'Égypte comprend très bien la situation au Liban et qu'il y a des voies et c'est-à-dire des voies, des chemins, c'est-à-dire qu'il faut que on donne notre soutien pour réaliser la stabilité. Et en même temps, comme ça se voit quand M. Saad el-Hariri il a effectué sa dernière visite en Égypte, le président Sisi, son message pour le Liban, c'est que ça se voit que le président Sisi, quand il a dit le soutien total de l'Égypte au processus politique, c'est-à-dire que le processus politique est un des défis au Liban. Alors il faut tenir le chemin de processus politique visant à rétablir la stabilité au Liban, parce que la scène politique au Liban est très importante afin de réaliser la stabilité. C'est-à-dire il faut passer par la scène politique. C'est sûr. Et en même temps, la coopération sur le niveau militaire entre les deux pays, et sur la coopération bilatérale militaire entre les deux pays. Bon, on va passer à un autre reportage concernant le commandement en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, qui est arrivé mardi soir au Caire pour rencontrer le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue, le maréchal Mohamed Farid, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et les deux parties ont discuté de la coopération entre les armées des deux pays et les moyens de renforcer l'armée libanaise. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé mercredi tout son soutien à la stabilité et à la sécurité du Liban, a déclaré le bureau présidentiel dans un communiqué. Au cours de sa rencontre avec le chef de l'armée libanaise en visite en Égypte, Joseph Aoun, le président el-Sisi a confirmé les relations bilatérales fortes qui existaient au niveau de l'État et de la population. Le président a également mis l'accent sur le rôle majeur de l'armée nationale libanaise dans la promotion de la stabilité et de l'équilibre dans le pays en tant que pilier assurant l'unité du Liban, selon le communiqué. Le soutien à l'État libanais et à ses institutions est une constante pour l'Égypte, a souligné le président el-Sisi, qualifiant l'armée libanaise d'épine dorsale de la cohésion du pays qui continue d'assurer la sécurité et la stabilité. Pour sa part, M. Aoun a rappelé le rôle essentiel de l'Égypte dans la préservation de la stabilité arabe et régionale. Il a exprimé son appréciation à l'intérêt croissant du Caire pour le Liban, dont il s'efforce de soutenir les institutions, particulièrement l'armée, et de les prémunir contre l'effondrement qui a touché l'ensemble des secteurs du pays. Le dossier des aides logistiques et humanitaires était au centre des entretiens entre le général Aoun et son homologue égyptien, le maréchal Mohamed Farid, à qui il a présenté un dossier comprenant une liste des besoins de l'armée libanaise. Le commandant en chef de l'armée libanaise tente depuis quelques mois de sauver l'institution militaire touchée de plein fouet par la crise économique et financière. Et pour discuter de la crise politique au Liban et de ses différentes issues
de sortie de crise. Nous avons en ligne Dr John Messih, analyste politique. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, on sait que la France a des positions très fortes concernant la crise politique au Liban. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant la situation de la France vis-à-vis de cette crise? Écoutez, la France a toujours été un partenaire privilégié au Liban. On se rappelle de toutes les conférences internationales qui avaient été mobilisées par la France pour aider à la reconstruction du Liban après la terrible guerre civile qui avait eu lieu. Il y a eu également une conférence qui avait été en son temps organisée par le président Jacques Chirac pour régler le problème de l'endettement du pays. Malheureusement, la crise actuelle ne fait que s'enfoncer. Elle a des causes profondes, au premier rang desquelles, évidemment, la situation en Syrie, le nombre incroyable de réfugiés syriens, qui représentent jusqu'à près de 30% de la population libanaise. Donc, effectivement, vous avez une crise d'abord économique et financière qui est très, très importante, avec notamment, vous savez, l'action très forte qu'a eu la France vis-à-vis de la Banque du Liban, qui est présidée par le gouverneur Riyad Salamé, dont les avoirs en France ont été gelés. Je ne suis pas au demeurant sûr que la politique française au Liban, actuellement menée par le gouvernement de M. Emmanuel Macron, soit la politique la plus adaptée à la crise du pays. La France s'érige davantage en donneuse de leçons qu'en réel partenaire. Il y a des mouvements de menton, il y a des moulinets qui sont faits par le pouvoir français à l'égard du Liban, mais il n'y a rien de concret en réalité. C'est-à-dire que ce qui compte pour le Liban aujourd'hui, c'est effectivement la capacité financière d'un pays partenaire à aider le Liban à se relever. Or, la situation économique de la France elle-même ne rend pas notre pays, enfin la France, capable d'aider de quelque manière que ce soit le Liban, comme la France a pu le faire il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Bon, et comment est-ce que, quelles sont les issues de sortie de crise qu'on peut envisager pour le Liban actuellement? Je pense que le Liban, en dehors de la crise économique, il est effectivement... disons que la crise économique a rendu le système communautaire libanais encore plus inefficace qu'il ne l'était, parce que bon, quand tout va bien, le partage communautaire du pouvoir au sein du pays, parce que vous savez que d'après la constitution libanaise, le président de la République doit être un chrétien, le Premier ministre doit être un musulman sunnite, le président de la Chambre doit être un druze, enfin bref, il y a un partage communautaire du pouvoir au Liban qui déjà n'était pas très efficace, parce que les élites libanaises ne sont pas sélectionnées en fonction de leur talent, de leurs compétences, de leur parcours académique, mais elles sont sélectionnées sur la base de critères religieux et ethniques. Donc effectivement, le système en lui-même déjà ne marchait pas très bien. Donc rajoutez à cela la crise économique profonde que traverse le pays, et vous avez un double blocage à la fois politique et économique. Oui. Et dans ce cas, est-ce que ce partage de pouvoir au Liban, vous imaginez qu'à la suite de toutes ces crises, les politiciens libanais seraient prêts à faire des concessions? C'est toute la question. C'est-à-dire qu'en réalité, si effectivement la classe dirigeante libanaise s'arc-boute sur un système qui a vécu, elle risque de disparaître avec lui. Soit effectivement elle lâche du lest, mais elle risque de libérer une force qui risque aussi de l'emporter. Donc la situation de ceux qui gouvernent le Liban depuis une quarantaine d'années maintenant n'est pas très confortable. Et en fait, le Liban est devenu, à la fois de par sa pauvreté, parce qu'on parle beaucoup de crise économique, mais derrière le mot crise économique, vous avez une population de plus en plus nombreuse qui a vraiment du mal à finir les fins de mois, qui a du mal à se nourrir. Il y a un ministre libanais qui parlait à juste titre il y a quelques jours, il disait au Liban, on ne vit plus, on survit. Et donc en fait, le Liban, de par cette crise économique qui appauvrit et paupérise la population, le Liban est devenu une véritable poudrière. Et Dieu seul sait ce qu'il peut en sortir. Et est-ce que, par exemple, des organismes comme le Fonds des Nations Unies pour les réfugiés
aide le Liban actuellement dans cette crise, surtout avec le grand nombre de réfugiés syriens au Liban? Bah, écoutez, je crois que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés fait ce qu'elle peut. Elle-même, je ne suis pas sûr qu'elle soit dotée des moyens pour pouvoir intervenir de manière proportionnée au problème qui est posé. Cela étant, je pense que une partie de la crise du Liban se trouvera réglée lorsque les Syriens qui sont présents au Liban rentreront dans leur pays. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a énormément d'Européens de toutes les nationalités qui ont fui leur pays. Il y avait des centaines de milliers de Français qui avaient fui la France, des millions de Russes, d'Allemands, de Roumains, de Hongrois, etc. Donc la guerre avait déplacé énormément de personnes. Et quand l'Allemagne nazie a capitulé et que la Seconde Guerre mondiale a été terminée, tous les réfugiés des différents pays européens sont rentrés chez eux pour reconstruire leur pays. Donc maintenant que la guerre en Syrie est terminée, il faut maintenant inciter les réfugiés syriens à rentrer chez eux parce que effectivement la présence de millions de Syriens au Liban déséquilibre l'économie du pays, génère une concurrence pour des travailleurs libanais qui eux-mêmes avaient du mal à trouver du travail dans un contexte de croissance économique faible. Donc le Liban n'a certainement pas les moyens, ni tout seul, ni même aidé des Nations Unies ou de l'extérieur, à gérer cette crise des réfugiés syriens au sein de son territoire. Donc maintenant que la guerre en Syrie est terminée, il appartient donc et à l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés et à tous les pays parrains du Liban, dont la France, eh bien d'encourager les Syriens à rentrer chez eux, puisque leur propre pays a désormais davantage besoin d'eux que le Liban. Oui, mais ça c'est une chose qui risque pas d'arriver bientôt. Dans les prochains mois, comment voyez-vous cette crise évoluer au Liban? Et dans quel sens? Je crains que s'il n'y a pas... Il y a deux choses l'une, si vous voulez. C'est que soit, effectivement, on incite, on prend le taureau par les cornes avec une politique concrète, c'est-à-dire que les parrains du Liban, au premier rang desquels la France, incite donc les réfugiés avec un dialogue établi à la fois avec Damas et avec Beyrouth, incite effectivement les réfugiés syriens à rentrer chez eux parce qu'il n'y a plus aucune raison que ces réfugiés se trouvent au Liban. Et à ce moment-là, la charge qui pèse sur le Liban s'allégera progressivement. Et en parallèle, les pays parrains du Liban peuvent organiser une conférence d'aide internationale susceptible d'apporter un ballon d'oxygène financier à un bilan qui suffoque. Soit effectivement on s'en tient à des grandes déclarations et à des grands principes et on refuse de prendre les taureaux par les cornes parce qu'on dit sur les réfugiés on peut rien faire, sur la dette libanaise on peut rien faire, sur la crise économique on peut rien faire, et donc la situation va de facto continuer à se détériorer et Dieu seul sait encore une fois quelle sera l'issue de l'explosion du Liban lorsqu'elle ne manquera pas d'arriver. Monsieur John Messiha, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et docteur Tarek El-Gamal, je pense qu'on va avoir juste le temps de passer à notre dernier reportage. Vous me ferez un commentaire juste après le reportage. Bon. D'accord. Donc, passons à ce reportage concernant la vingtaine de pays, dont l'Égypte, qui ont convenu d'une aide d'urgence jeudi 17 juin à l'armée libanaise, essentielle pour la stabilité du pays. Oui. Face à une crise économique sans précédent qui ébranle tout le Liban, son armée s'est déclarée dans l'incapacité de payer suffisamment ses soldats et a formulé des besoins très précis d'aide immédiate. Nourriture, médicaments, carburant, pièces détachées, s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros. La ministre française des Armées, Florence Parly, a présidé une visioconférence en ce sens, réunissant les pays membres du groupe de soutien international au Liban, États-Unis, Russie, Chine, Allemagne, Italie, l'Égypte et des pays du Golfe. La gravité de la crise libanaise appelle à un engagement et une coordination accrue de tous en faveur des forces armées libanaises, a relevé le ministère français des Armées dans un communiqué. Il a souligné que les forces armées libanaises demeuraient un pilier essentiel de l'État libanais et jouaient un rôle clé dans le maintien de la sécurité à travers le pays. Il a insisté que leur cohésion et leur professionnalisme restaient essentiels pour préserver la stabilité du pays.
Les contributions annoncées à la réunion seront destinées directement aux forces armées libanaises, a-t-on précisé à Paris. Elles ne passeront donc pas par les autorités gouvernementales intérimaires et feront l'objet d'un mécanisme de suivi établi par les forces armées libanaises en lien avec la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban. L'effondrement économique que traverse le Liban, le pire de son histoire, s'accompagne d'une dépréciation inédite de la monnaie qui a perdu 90% de sa valeur face au dollar. Cette dépréciation a fait fondre les salaires, les soldes des militaires, mais aussi le budget de l'État, y compris pour les forces armées libanaises. La France, l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Turquie comptent aujourd'hui parmi les plus grands donateurs de vivres pour ces soldats. Les États-Unis restent toutefois le plus grand bailleur, augmentant cette année les fonds destinés à l'armée libanaise de 15 millions de dollars à 120 millions de dollars. Donc, docteur Tariq El-Gamal, un dernier mot sur l'avenir de cette crise politique au Liban qu'on espère va se résoudre dans les prochains jours. Il est à noter que M. Najib Mikati a promis un cabinet a pour principale tâche mettre en œuvre l'initiative française proposée par le président Macron en septembre 2021 comme feuille de route pour la situation libanaise. On l'espère, en tout cas, docteur Tariq El-Gamal, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'était aussi un plaisir de vous avoir avec nous, bien entendu. Et on se retrouve demain à la même heure avec une édition de Direct et un nouveau collègue.